OK. Donc, je disais bienvenue à tout le monde à ce nouveau webinaire qui est organisé par le chapitre PMI Sénégal dans le cadre donc des activités du mois de mai. Alors, nous avons le plaisir de parler aujourd'hui de la gestion stratégique de projet, qui est une thématique extrêmement importante en gestion de projet. Et je vais laisser donc la parole à Michael, qui est notre VP en charge du développement professionnel, qui va faciliter la session. Voilà. Nous avons également d'autres webinaires qui sont prévus. Vous avez un webinaire qui est prévu le 25. Le 25, c'est la journée de l'Afrique. Donc, l'Union africaine a décrété le 25 mai comme étant la journée de l'Afrique. Donc, nous avons un webinaire qui va parler donc de la sécurité alimentaire. Comment est-ce que la gestion de projet peut contribuer à garantir la sécurité alimentaire en Afrique? Nous avons également un webinaire qui, cette fois, est organisé en collaboration avec le PMI Afrique qui va porter sur l'agilité. Donc, toutes ces informations-là, nous pourrons les partager avec vous pour que vous ne puissiez pas rater ces webinaires. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Michael. Donc, Michael, tu as la parole. Merci. Merci, Président. Bonjour à tous et à tous. Bienvenue encore à ce webinaire, comme le Président l'a si bien dit. Merci pour le mot de bienvenue. Je pense que notre webinaire, il va porter sur une volonté vraiment assez stratégique. On le sait tous, dans la gestion de projet, l'aspect stratégie, elle est vraiment demandée dans la plupart, ou j'allais dire dans l'ensemble de nos différents projets. Et donc, notre orateur de ce jour, notre speaker, j'allais le dire ainsi, il s'appelle C. Olivier Cambry. Il est conseiller stratégique au niveau de la Société québécoise des infrastructures. Et il intervient vraiment en termes de gestionnaire de projet sur des aspects assez beaucoup plus stratégiques. Alors, on a vraiment eu à faire ce choix sur lui parce qu'il a pas mal d'informations, d'expériences, de vécu à nous partager. Et en tant que membre de ce chapitre, membre du bureau, on a jugé bon vraiment de pouvoir lui donner une possibilité de vraiment nous faire un retour d'expérience, nous partager un peu comment est-ce que les projets se gèrent de façon stratégique, d'où le thème qui a été tiré de ce webinaire. Donc, succinctement, je vais vraiment lui laisser la parole, prendre le temps vraiment de pouvoir davantage approfondir sa présentation et puis rentrer assez rapidement dans le vif du sujet. Donc, Olivier, tu as la main, tu as la parole, tu peux peut-être projeter l'écran et puis commencer les hostilités. Merci beaucoup, Michael. Bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran pour commencer. Je dirais si vous le voyez. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, là, on voit l'écran. OK. Oui, c'est bon, vous voyez? Aussi. Mais là, c'est bon, vous voyez la slide? Oui, moi, je vois. Excellent. OK, je ne vois plus rien d'autre à l'écran, donc je ne verrai pas, disons, les différentes réactions. Donc, Michael, je me fie à toi pour gérer cette partie. Exact. Okay. Donc, écoutez, bonjour à tous. Encore une fois, merci de votre présence ce matin, d'avoir quand même pris de votre temps pour vous rendre disponible afin de permettre, disons, cet échange. C'est avant tout un échange qu'une présentation. Et comme Michael a dit tout à l'heure, il y aura deux phases, donc une phase de présentation et ensuite il y aura une phase de questions-réponses. Donc, vous pouvez déjà noter vos questions pendant que la présentation se fera et on pourra y répondre à la fin de la présentation. Et donc, je me présente. Donc, Michael a dit tout à l'heure, moi, c'est C. Olivier Cambry. Je suis conseiller stratégique en planification des projets au sein de la Société québécoise des infrastructures, mais précisément la Direction générale des stratégies et projets spéciaux. Je détiens également un MBA en gestion stratégie de projet de l'Université Laval. Je suis également ingénieur génie civil de formation de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Je suis également membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Je détiens également la certification CAPM, le Certified Associate in Project Management du PMI, une certification LEED Green Associate de USDVC
donc qui est plus orienté développement durable, ben, qui est quand même un élément, quelque chose qui me parle le plus là, en lien avec le développement durable, surtout quand on voit un peu l'impact qu'a le changement climatique sur notre terre et notre environnement bâti. Et pour terminer, je détiens également une certification en Value Methodology Associate, VMA, de la CIV International, qui est une certification en analyse de la valeur. Donc, je me suis présenté, mais je ne vais pas demander à tout le monde de se présenter, mais je vais peut-être poser brièvement peut-être la question de savoir un peu dans l'auditoire, en termes d'expérience en gestion de projet. Combien d'expérience avez-vous plus ou moins en gestion de projet? Je vais peut-être arrêter le partage pour voir un peu, disons, vos réponses, pour voir un peu les usages. OK. Est-ce qu'on voit dans le chat, Michael, non? En termes d'expérience, le nombre d'années d'expérience en gestion de projet. Non, pas encore, mais bon, je me jette. Hein. J'essaie de noter le mien rapidement, le temps d'inciter les autres à le faire. OK. Mais ça peut être dans le chat, hein, ouais. Pas dans le chat, juste pour voir. Ben, il y a une main levée là. On a quand même quelques réactions. Je pense qu'une première personne, Dangora, qui a 5 années, moi j'en ai 4. Awa Fatim Ngo, elle en a 5. Monsieur Maodo Sen, il en a 4. Aminata Diaw, elle en a 5. Papa Okay. Diadou, il en a 15. Ah, là, Excellent, c'est excellent. Mon C'est soutien, bon. 8 années d'expérience. Ah, ça, on a des seniors. Je pense qu'on a des extra seniors. Alain Mouteba, il en a 9. Jocène, elle en a 15 également. Diop Mohamed, il en a 5. Ledo Anthony, il en a 8. Valéria, elle en a 3. Je pense qu'on peut se faire une moyenne de, j'allais dire de seniors de 5 fois plus que ça. Hein? Ou bien, Olivier? OK. Excellent, excellent. Merci, Michael. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Vous voyez toujours mon écran? Oui, on voit ton écran. Excellent, excellent. Donc, je comprends que ce matin, j'ai affaire quand même aux personnes qui ont déjà entendu une fois parler de la gestion de projet, mais sinon, des personnes qui en ont plus qu'entendu, qui le réalisent et qui contribuent à faire avancer le projet un peu partout dans les 4 coins quand même de la planète là. Donc, c'est très important aussi pour moi de le savoir parce que cela me permet de savoir exactement sur quelle partie de la présentation je vais mettre davantage l'accent. OK. Donc, on commence le voyage avec, disons, constitué quand même de 3 parties. Donc, la première partie de la présentation, nous allons voir les principaux concepts liés à la gestion de projet. Et donc, peut-être cette partie, on ne va pas trop s'appesantir là-dessus, compte tenu de ce que je constate que l'auditoire a quand même un niveau en gestion de projet, comprend déjà ce que c'est. Mais la deuxième partie, on parlera plus de gouvernance organisationnelle et gouvernance de projet. Et dernière partie, on parlera de gouvernance, choix de projet et de portefeuille de projet. Et donc, en partie 1, l'objectif de la partie 1, ce serait déjà de comprendre ce qu'est un projet, ses caractéristiques, de comprendre également la gestion de projet versus gestion par projet. C'est essentiel de faire cette précision, le cycle de vie également d'un projet et les caractéristiques d'un projet réussi, ce qui ne fait pas toujours l'unanimité. Ce dernier point, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et donc, je suis convaincu qu'avant même que je nomme certains projets, vous en avez tous qui vous viennent en tête, c'est sûr. Donc, nous songeons à quelques projets dans l'actualité récente. On a la phase 2, comme, écoute, la présentation est pour le chapitre du PMI Sénégal. Donc, on parlera d'un projet qui est quand même essentiel pour le Sénégal, qui est la phase 2 du train express régional, qui a été inauguré récemment par le président Macky Sall, disons le 5 mars précisément. Donc, le train express régional qui relie l'aéroport international de Blaise Diagne, qui est long de 18 km à peu près. Donc, également la construction du 3e pont d'Abidjan, qui est quand même un projet emblématique en Côte d'Ivoire, donc qui relie disons, la commune de Cocody à la commune de Makori,
Donc, il y a quand même un projet, disons, phare pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un projet majeur. On a la mise en place également de l'aide humanitaire qui a suivi le passage de l'épidémie d'Ebola, mais également celle de la COVID-19, un peu partout dans le monde. Voilà. Donc, quand je dis ça comme ça, je sais que on peut se poser la question de savoir, mais OK, mais la gestion, la mise en place d'une aide humanitaire, c'est un projet? Oui, c'est un projet. Le développement d'un nouveau produit ou d'un produit, pas nécessairement un nouveau, mais un produit, c'est un projet. La mise en place d'un nouveau service dans une organisation, c'est un projet aussi. La réorganisation d'un service d'urgence dans un hôpital, c'est un projet. C'est un projet, même un projet lean, quel qu'il soit. Un événement aussi est un projet. Donc, on comprend que les projets sont multiformes et, disons, peuvent être de diverses caractéristiques. Et donc, la gestion de projet, c'est quoi? On ne peut pas parler de gestion de projet quand même sans définir c'est quoi un projet, là, même sans trop s'en appesantir. On comprend que la notion de temporel fait référence au fait qu'un projet a une durée quand même qui est limitée dans le temps et qui a un début et qui a une fin. Donc, la notion d'unicité est importante afin de différencier le projet d'une activité courante pour une organisation. Donc, il ne s'agit pas d'une action qui est répétitive dans le temps, mais on produit un livrable principal qu'on appellera aussi un extrait principal qui est unique. Donc, qui a un contenu, des spécifications, des normes de qualité qui lui sont propres. Donc, il doit se réaliser à l'intérieur d'un certain délai. Okay. Donc, ça, c'est selon le PMBOK guide, disons, la 5e édition. Je sais que nous sommes rendus loin actuellement, mais la définition reste toujours la même avec quelques améliorations. Mais il y a d'autres auteurs aussi, il n'y a pas que, disons, le PMBOK, qui sont allés un peu plus loin, tout en utilisant toujours les mêmes notions qui reviennent, la notion de non-répétitivité, des spécificités qui sont quand même bien mentionnées, et on y ajoute même parfois la dimension des contraintes des réalisations. Donc, c'est encore une définition du projet. Également, les caractéristiques d'un projet, c'est quoi? Déjà, il y a deux types de projets. Oui? Vous avez une question? Quelqu'un veut intervenir? Non, OK, je continue. OK, excellent. Donc, en termes de les caractéristiques d'un projet, déjà, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'on a deux grandes catégories de projets. Okay. Quel que soit le projet, on a deux grandes catégories. On a des projets qui sont durs et on a des projets qui sont mous. Okay. Les projets durs sont des projets dont l'extrait, qui est le livrable final, disons, est tangible. Donc, c'est un projet dont l'extrait est tangible. Donc, c'est le cas d'un édifice, disons, développement d'un produit, où tout à l'heure, on parlait de projets, le projet que vous avez montré à l'entame de la présentation, le projet TER disons, du Sénégal, et même le troisième point en Côte d'Ivoire, sont des projets durs, parce que l'extrait est tangible. En fait, on peut toucher, on peut vraiment toucher. Et en face, nous avons des projets qui sont mous. Donc, on dit qu'un projet est mou lorsque son principal livrable n'est que partiellement tangible et que la majorité des ressources nécessaires pour la réalisation a été humaine. Donc, on parle de l'exemple d'un projet d'amélioration continue au sein d'une organisation afin d'améliorer ses processus, mais également d'un projet lean, l'exemple de la rédaction même d'un projet de loi au sein de nos pays, de nos différents pays. Ce sont des projets, mais avec un extrême mou. Et même des projets comme le projet également de la feuille de route gouvernementale pour le BIM, sur lequel je travaille présentement à titre de chargé de projet pour la SQI. C'est une feuille de route qui permet, qui permet d'implémenter la cadence disons, du BIM dans l'industrie de la construction au Québec. Là. Et ça, c'est un projet mou, parce que l'extrait n'est pas dur. L'extrait est partiellement tangible. Mais nous tenons quand même à préciser, dans tous les cas, que ce soit des projets mous ou durs, il est possible de déterminer disons, des objectifs organisationnels. Donc, nous allons voir plus tard, c'est quoi
des objectifs organisationnels, de même que les indicateurs de performance qui permettent de constater les avancements et les améliorations de la réalisation de ces projets-là. Donc, les projets, ben, on les caractéristiques suivantes, on le disait tantôt, projet il est unique, novateur, le cycle de vie, il a un cycle de vie, il est limité par des contraintes de budget, qualité, échéance et ressources. Il se réalise dans un environnement autant, externe, un environnement interne et organisationnel, également externe, organisationnel. Et l'extrait final, qui est le résultat final, peut être tangible ou partiellement tangible. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Ça, c'est une slide, disons, importante et qui est même pratiquement le cœur de cette présentation. Donc, je vous invite à, disons, à capturer quand même cette image-là qui va vous permettre de comprendre aussi la suite. Ça, c'est essentiel, essentiel pour la compréhension de la suite. Donc, on parle ici, finalement, le projet découle d'une planification stratégique. Okay? On verra tout à l'heure c'est quoi une planification stratégique. Voilà. Et les projets ont donc une finalité. Donc, la finalité qui est ce pourquoi le projet il existe en lien avec la mission de l'organisation. Donc, on voit ici, au niveau supérieur, le niveau stratégique. Ça, c'est une pyramide qui montre plus ou moins comment les ressources d'une organisation qui sont à la base, sont mobilisées dans le but de soutenir d'un côté les opérations et d'un autre les projets dans le but de répondre ici à la stratégie organisationnelle, la mission et la vision de l'organisation. Donc, c'est très important. On comprend dès lors que les projets ne sont pas réalisés, disons, simplement pour être réalisés, mais il faudrait que les projets puissent répondre aux objectifs d'une organisation. Une organisation peut se fixer des objectifs, soit en lien avec l'augmentation de son chiffre d'affaires, en lien avec l'amélioration de son service à la clientèle. Ben, tout ça doit se déployer à l'intérieur d'un projet. Voilà. Donc, c'est essentiel. Et la mission de l'organisation, c'est la raison d'être de l'organisation et ses orientations stratégiques aussi. Donc, il s'agit d'un résultat ultime du projet. Ça, c'est la finalité, le résultat ultime du projet. Et en termes de finalité, à titre d'exemple, pour les entreprises à but lucratif, cette finalité est généralement liée à l'amélioration de la rentabilité, là, en lien avec la mission, comme je l'ai mentionné tantôt. Et pour les entreprises à but non lucratif, cette finalité est liée à l'amélioration du bien-être de la clientèle visée en lien avec la mission organisationnelle. Et donc, l'objectif d'un projet fait référence à l'objectif organisationnel poursuivi, au résultat du projet cible au cours d'une période spécifique. Voilà. Et en termes d'objectifs, des exemples d'objectifs, nous avons l'augmentation du chiffre d'affaires d'une organisation peut-être de 2%. Une organisation peut réaliser un projet et l'objectif est d'augmenter son chiffre d'affaires de 2,5%, de 2,5% en 2022. En 2023, viser 5% et en 2024, viser 7%. Et donc, un certain nombre d'indicateurs, les indicateurs seront, des indicateurs et des cibles seront déployés dans le but de mesurer l'atteinte ou non de ces objectifs-là. Donc, à la fin de l'année, à la fin de l'exercice financier 2022, après, disons, les états financiers permettront à l'organisation de savoir si elle atteint ou non ses objectifs. Et c'est très important quand même, disons, de comprendre ces notions-là. Donc, les projets ne se réalisent pas, disons, comme ça, mais il y a toute une stratégie en arrière. Et tout ça, ça contribue quand même à parler de gestion stratégique de projet. Donc, une petite parenthèse sur la gestion par projet, là, qui est quand même aussi essentielle. Ce n'est pas la gestion de projet, mais la gestion par projet. Donc, la gestion par projet, qui est une orientation, une façon de travailler au niveau de l'ensemble de l'organisation, où l'on gère des multiples projets à la fois. Donc, cela demande une structure particulière pour supporter le déploiement de ces projets-là. Et donc, la gestion de projet, par contre, est une approche composée de compétences, d'outils et de techniques utilisées pour gérer un projet. Donc, la gestion par projet et la gestion de projet, ce n'est pas pareil. Donc, il y a quand même une distinction à faire. La gestion par projet, c'est l'approche
disons, comment est-ce qu'on se positionne pour gérer un ensemble de projets au sein de l'organisation? Comment est-ce qu'on structure, disons, l'organisation dans le but, on structure l'organisation pour permettre, disons, de fonctionner à l'aide des projets. Donc, ça, c'est la gestion par projet. Et la gestion de projet, c'est à l'intérieur même d'un projet. OK. Donc, on ne va pas trop s'étaler là-dessus parce que l'auditoire sait plus ou moins de quoi je parle. Sinon, c'est plus que moi en termes d'expérience. OK. Cette slide est aussi importante que les autres. Elle nous présente disons, le cycle de vie d'un projet et ses principaux acteurs. Okay. Donc, voici le cycle de vie traditionnel d'un projet. Okay. On voit qui est une approche qui peut paraître comme un séquentiel sur papier, mais en réalité, vous conviendrez avec moi que tout ne se passe pas toujours de façon séquentielle dans les projets. C'est-à-dire d'un point A à un point B, et puis tout roule. Non, c'est des boucles, disons, de répétition, des itérations qui se font dépendamment de l'étape dans laquelle on se trouve. Donc, dans le cycle qui vous est présenté, on constatera qu'un projet naît à la suite d'une idée, voilà, d'un besoin, d'un problème urgent ou pas, d'une opportunité d'affaires. La majorité du temps, à moins d'un problème urgent non anticipé au sein d'une organisation, les projets sont liés à la planification stratégique organisationnelle. Donc, sur la base d'un exercice possiblement annuel, donc l'organisation se réunit généralement. Comment ça fonctionne? Une organisation peut décider à la fin de l'année ou dépendamment de la période, disons, qu'elle souhaite, elle peut organiser un team building avec disons, les employés pour réfléchir ensemble sur, disons, sur l'avenir de l'organisation et sortir un plan qui est une planification stratégique de l'organisation, où l'organisation dit comment est-ce qu'elle va s'organiser afin d'atteindre ses objectifs qu'elle se serait fixés. Donc, sur la base d'un exercice, comme je l'ai dit, qui est possiblement annuel, l'entreprise effectue une sélection de projets qu'elle souhaitera mener à terme au cours de la prochaine année. Voilà. Et ça, c'est très important là. Donc, l'entreprise va Olivier, tu peux peut-être réactiver ton micro. Je crois que le micro était muté. C'est toujours muté en mute, Olivier. Sinon, André, c'est toi qui as la main pour pouvoir permettre que son micro puisse le faire. Je ne sais pas si tu peux l'aider. C'est bon maintenant. Tu m'entends, Michael? Oui, c'est bon, on t'entend. Ok, Bon. excellent, excellent. Ok, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Probablement que ça a été. Vas-y, réponds, on peut répondre. Ok, excellent. Donc là, je disais, on était sur cette slide qui présentait plus le cycle de vie d'une organisation, disons, d'un projet. Un projet. Donc, lorsqu'on décide d'aller plus loin dans l'analyse de l'idée d'un projet, de l'idée de projet, on entame alors le cycle de vie d'un projet. Voilà. Donc, on part avec une idée, mais on peut décider de laisser tomber après les études de faisabilité. Donc, on ne parlera pas du projet en ce moment-là, mais quand on décide d'aller plus loin, tout de suite, le projet, disons, prend forme. Donc, sur le schéma, vous constaterez 4 phases. Le nombre de phases peut varier quand même dans la littérature selon les auteurs. Donc, de même que les titres de ces phases-là. Donc, vous pourrez trouver dans la littérature d'autres noms que porteront ces phases-là. Donc, il n'y a pas vraiment l'unanimité, mais le plus important est que ce qui se réalise à l'intérieur des phases est plus ou moins la même chose. Donc, en gestion de projet, on a le démarrage, la planification, on a l'exécution, la maîtrise du projet, la clôture. Ces étapes-là
on peut leur donner différents noms qu'on souhaite, mais le contenu restera le même. C'est ce qu'il est important de retenir. Donc, le projet est né pour créer de la valeur. Voilà, créer de la valeur répondant à un objectif d'affaires de l'organisation. Donc, il peut être lié à un domaine d'affaires stratégique. Un domaine d'affaires stratégique, c'est quoi? C'est une organisation, une entreprise de construction, peut-être, disons, de bâtiments résidentiels, de construction de routes, construction de ponts. Le bâtiment résidentiel, les ponts, les routes sont les domaines stratégiques de l'organisation. Donc, ce sont des domaines, disons, des domaines dans lesquels l'organisation déploie ses projets afin de pouvoir atteindre sa vision et sa mission. Donc, ou un objectif organisationnel que l'on souhaitait atteindre par la réalisation de ce projet-là. Donc, il sera donc important d'ajouter une évaluation post-mortem, ce qui n'est pas toujours quand même le cas. Hein. Il faudrait quand même l'avouer, dans les projets, l'évaluation post-mortem n'est pas toujours faite. Pourtant, elle est essentielle afin de savoir si la valeur quand même souhaitée, c'est-à-dire en réalisant le projet, ce qu'on s'est dit au départ, est-ce qu'on l'a atteint? Voilà. Afin de savoir si ça a été atteint. Donc, on fera cela. Donc il est très important quand même de le faire, soit souvent le fait le mois suivant le projet, un an après, ou aller 2 ans, dépendamment en tout cas du type de projet. Mais il est important de faire cette analyse post-mortem-là. Il faut quand même aller chercher l'évaluation post-mortem, doit permettre de vérifier si ce pourquoi le projet a été réalisé a été atteint. Et également, elle permet aussi à l'organisation de se remettre en cause afin de pouvoir améliorer ses processus au besoin. Nous allons aller vite. Donc, ici, on peut voir les différentes parties prenantes d'un projet. Donc, toutes ces organisations mentionnées sur ce slide font partie des parties prenantes d'un projet. Car celles-ci ont un intérêt ou peuvent être impactées par le projet, ou elles peuvent aussi exercer une influence sur le projet. Donc, on voit clairement le gestionnaire de projet, l'équipe de projet. Mais ça, on ne va pas trop s'appesantir là-dessus parce que c'est connu quand même. Donc, selon la maturité quand même de l'organisation, en gestion de projet, on pourrait quand même noter au sein de l'organisation des projets, des programmes ou des portefeuilles de projets ou de programmes en eux-mêmes. Et la définition, disons, de portefeuille de projet, comme on a déjà vu la définition d'un projet dans l'exemple précédent, c'est quoi donc un portefeuille de projet, un portefeuille? La réponse, c'est que c'est une liste vivante de projets qui contribuent à un même but. C'est tout, aussi simple que ça. Donc, c'est une liste de projets qui sont mis ensemble dans le but, en fait, qui permet de répondre à un même but que l'organisation, disons, aurait décidé. On prend l'exemple à la SQI, par exemple, la Société québécoise des infrastructures, différents portefeuilles de projets existent selon différentes vice-présidences et directions générales. Et un projet de technologie de l'information, un projet, disons, un portefeuille de projet, disons, pour la direction aussi des immobilisations, ou même au sein d'une PME, 10 projets peuvent à eux seuls constituer un seul portefeuille de projet d'une organisation. Donc, je mentionnais tout à l'heure l'entreprise de construction, parce que c'est l'exemple qui permet quand même de voir clairement c'est quoi un portefeuille de projet. Une entreprise de construction peut réaliser des projets résidentiels, mais des projets également de construction de routes, des projets de construction de ponts. Donc, elle peut avoir 3 portefeuilles de projets, un portefeuille pour le bâtiment résidentiel, un portefeuille pour les routes et un portefeuille pour les ponts. Donc, un projet qui rentre dans cette catégorie-là, il est classé dans une catégorie donnée, donc selon qu'il soit un bâtiment résidentiel, un pont ou un ouvrage là. Donc, l'entreprise aura 3 portefeuilles, ou une entreprise qui construit seulement que les bâtiments résidentiels. Si elle a 10 projets, ces 10 projets font partie d'un seul portefeuille parce qu'ils permettent d'atteindre un même but, disons qu'elle construit les bâtiments résidentiels pour les populations et permettent aussi à l'organisation, à l'entreprise qui la réalise d'atteindre ses objectifs en améliorant le bien-être des populations. Donc là, on voit que la définition d'un programme, un exemple de programme, le PS Gouv en Côte d'Ivoire est un programme, le programme social du gouvernement. C'est un programme ou le programme canadien ou également le programme social canadien, c'est un programme aussi. Un programme.
On en arrive quand même à cette slide-là qui est quand même essentielle. On parle de réussite d'un projet. À quel moment est-ce qu'on peut dire qu'un projet a réussi? Ben, la version traditionnelle, c'est lorsque le bien livrable doit être produit conformément aux spécifications techniques dans le respect de l'échéancier du budget. En un mot, c'est lorsqu'il respecte les paramètres du triangle d'or de la gestion de projet qu'on connaît tous, notamment le contenu, qualité, coût, délai, et tout ce qu'on peut mettre là-dedans, parce qu'il change, ce triangle d'or change quand même assez souvent. Voilà. Donc, tout ceci, ce sont quand même des conditions qui sont nécessaires, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ça, c'est la version traditionnelle. Mais la version moderne, celle disons, qu'on voit maintenant et qui est essentielle quand même de comprendre, ce qui va quand même nous permettre de comprendre c'est quoi la gestion stratégique d'un projet là. OK? Pour être qualifié comme de succès, le projet doit satisfaire les conditions suivantes. OK? Donc, le bien livrable, il doit être produit conformément aux spécifications techniques dans le respect des délais de l'échéancier du budget. Donc, ça respecte ce qu'on vient de dire tout à l'heure dans la méthode traditionnelle. Mais encore, en plus de cela, le bien livrable du projet, là, il doit être accepté et utilisé par le client, les bénéficiaires ou les utilisateurs. Et la réalisation du projet doit également satisfaire les parties prenantes clés. Et pour être viable à long terme, le projet doit être défini en tenant compte de l'environnement interne et externe de l'organisation et être socio-responsable. Donc ça, c'est une définition quand même qui est très englobante, qui ne se limite pas seulement à réaliser un projet en respectant juste le budget, le coût, le délai, et puis paf, on livre le projet, on donne. Non, si tu construis un pont, ça peut être un pont piéton, que les piétons n'utilisent pas, finalement, c'est un échec parce que le bien livrable n'est pas utilisé par les bénéficiaires. Même si ça a été payé par le gouvernement que ce n'est pas utilisé, le projet est un échec. C'est un échec, c'est un éléphant dans la pièce, clairement. Or, la méthode traditionnelle, on pourrait dire que le projet a réussi parce qu'on l'a livré, on a respecté le délai, on a respecté le budget, on a respecté le contenu, mais ce n'est pas utilisé, donc c'est un échec. Donc, il est important quand même de comprendre, disons, de changer quand même disons, la mentalité, de comprendre c'est quoi la réussite d'un projet. Donc, désormais, vraiment, de voir qu'un projet, quand il est réussi, ce n'est pas parce qu'il a été réalisé conformément à ses spécifications techniques, mais parce qu'il respecte un certain nombre de paramètres, donc les utilisateurs sont contents, les parties prenantes clés également sont satisfaites. Et donc, c'est quoi la gestion stratégique de projet? Donc, la gestion stratégique de projet, c'est une approche structurée et socio-responsable, axée sur le résultat et composée de compétences, outils et techniques permettant de planifier, de mettre en œuvre le projet, de surveiller et maîtriser son avancement. Donc, on comprend ici que la gestion, disons, le projet de l'organisation, la gestion stratégique de projet permet de positionner stratégiquement l'organisation dans l'avenir. Donc, c'est ça. La gestion stratégique du projet, là, ce n'est pas nécessairement de réaliser un projet, mais tu réalises un projet, mais tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu le réalises. Mais c'est de comprendre comment est-ce que le projet aide l'entreprise à se positionner dans l'avenir. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel de le comprendre. En partie 2, nous allons voir la gouvernance de projet, la gouvernance organisationnelle, culture, structure organisationnelle également des projets. Et ça nous permettra d'ancrer, de comprendre encore davantage la gestion stratégique de projet. Et donc, c'est un voyage que je vous ai proposé. Donc là, nous sommes à la deuxième étape de ce voyage-là. Et l'objectif de cette deuxième partie, c'est de comprendre c'est quoi la gouvernance organisationnelle, identifier les types de mécanismes également de gouvernance, et de différencier les différents types de mécanismes de gouvernance qu'on pourrait y avoir. OK. Et donc là, la gouvernance, c'est quoi? C'est l'affectation optimale des ressources. On comprend également que la notion de gouvernance est utilisée de diverses manières. Si on fait un essai en questionnant notre navigateur web ce matin, on constatera, disons qu'on pourrait avoir plusieurs définitions de gouvernance. Et cela devient d'autant plus confus lorsqu'on joint à la notion de gouvernance la gestion de projet et lorsqu'on parle de gouvernance de projet.
Donc, que veut-on dire? Ben, les associations de référence dans le domaine, depuis les années 90, quand même, disons, ont mieux défini cette notion suite aux différents scandales qu'il y a pu avoir. Donc, une des définitions ben, qui nous interpelle le plus est celle, sans contredire, la définition la plus appropriée, d'amène la série, celle que je vous présente actuellement. Donc, la gouvernance est l'affectation optimale des pouvoirs au sein de l'organisation, dans le but d'engager des processus transparents, créateurs de valeur, responsables. Donc, c'est très, très important, la gouvernance. On comprendra pourquoi tout à l'heure. Et donc, non seulement la gouvernance traite des dimensions de conformité, mais également elle traite, disons, elle ne doit pas également se restreindre seulement à cet aspect-là. Donc, il y a d'autres aspects qu'il faudrait prendre en compte, comme le positionnement de l'organisation pour l'avenir. Et on peut voir ici que la gouvernance d'entreprise, la gouvernance de l'organisation a deux piliers essentiels. C'est la gouvernance corporative qui assure la conformité, qui permet quand même d'avoir des informations fiables pour la prise de décision, et la gouvernance d'affaires qui crée de la valeur en s'appuyant sur une perspective stratégique. Voilà. Et les différents mécanismes internes et externes qui nous permettent, disons, pour assurer une saine gouvernance organisationnelle. Pourquoi est-ce que, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que je parle de gouvernance organisationnelle? Mais pourquoi? Parce que le projet se réalise au sein d'une organisation. Donc, il faudrait qu'il y ait une certaine gouvernance qui permet quand même au projet, disons, de bien se dérouler et qui permet au projet de bien, disons, de contribuer à l'atteinte des objectifs que l'organisation se serait fixée. Donc, tous les mécanismes ont un seul but, c'est d'améliorer la valeur d'affaires de l'entreprise de manière éthique et socio-responsable. Donc, la responsabilité du fonctionnement de ces divers mécanismes de gouvernance est souvent déléguée à un conseil d'administration. Et on verra, disons, dans ces slides que je vous présente maintenant, que dépendamment quand même du secteur, que ce soit le privé, l'associatif, communautaire ou public, la gouvernance, disons, le type d'organisation, on prend par exemple les organisations gouvernementales. Okay? Généralement, c'est le conseil d'administration qui est nommé et qui est rétribué. Les intérêts qui sont défendus, c'est le public, et la logique dominante, c'est la technocratie. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une forme, disons, de gouvernement où la place des experts techniques et les méthodes est centrale dans la prise de décision. Mais quand on part dans le privé, les entreprises à but lucratif, les administrateurs sont élus et sont rémunérés. On a des actionnaires, et ici, la logique dominante, elle est marchande, c'est-à-dire faire des profits. Alors que le gouvernement, non, le gouvernement, il cherche plutôt à améliorer, disons, les services dans le but de servir la population. Donc, la gouvernance de projet est une fonction de contrôle qui fournit quand même une méthode complète et cohérente pour maîtriser le projet et assurer sa réussite en définissant, en documentant, en communiquant les pratiques fiables et reproductibles. Et la gouvernance de projet relève de la haute direction de l'organisation et est encadrée par des principes directeurs de gouvernance organisationnelle. Voilà. Et donc, il est essentiel de comprendre que la gouvernance de projet consiste à assurer que les projets sont alignés sur la stratégie globale de l'organisation et que ces projets reflètent l'équilibre des priorités organisationnelles établies. Donc, cette gouvernance de projet se réalise en définissant une approche, disons, qui sera communiquée à toutes les parties, et celles même qui acceptent à toutes les parties et que celles-ci l'acceptent. Donc, toutes les parties doivent quand même accepter cette gouvernance-là pour le bien de l'organisation. Donc ici, on peut voir un cas de gouvernance stratégique, disons, à 4 niveaux quand même clés là. Donc au niveau de la gestion stratégique en haut, donc généralement au niveau quand même de la mission, la gestion de portefeuille, gestion de programme et gestion de projet. Donc selon la maturité de l'organisation, selon la maturité organisationnelle, en tout cas en gestion de projet, la gouvernance de projet impliquera la gestion de portefeuille de projet, la gestion des programmes, la gestion des projets.
dans tout cela, selon des processus plus ou moins développés, dépendamment de la maturité de l'organisation. Et selon l'APM, qui est l'association Association for Project Management en Angleterre, ben, nous avons 4 domaines quand même de gouvernance et qui consistent quand même à assurer que les portefeuilles de projets sont alignés sur la stratégie de l'organisation. Donc, la direction de projet, la gestion de projet, la divulgation et reddition de comptes. Donc, c'est essentiel. Pas trop. Et en termes de conclusion pour cette deuxième partie, ben, on comprend que la gouvernance organisationnelle stratégique fournit un cadre de référence à la gouvernance de projet. Ça, c'est ce qu'il faudrait quand même retenir là. Parce que la gouvernance de projet, c'est de mettre en place des mécanismes dans le but de permettre au projet de bien se réaliser selon ses paramètres, selon la planification, dans le but d'atteindre les objectifs stratégiques. Mais la gouvernance organisationnelle, c'est comment est-ce que l'organisation est structurée pour permettre à la gouvernance de projet, ben, disons, de bien fonctionner. Donc, c'est comme si, je pense, mon professeur de gestion de projet dans le cours des MBA disait que la gouvernance de projet est comme un bateau, une pirogue, et la gouvernance organisationnelle stratégique, ben, c'est le fleuve. Voilà, donc c'est le fleuve. Donc, on comprend que c'est le fleuve qui dirige un peu, disons, le bateau. Donc, la gouvernance organisationnelle stratégique dirige plus ou moins la gouvernance de projet. Donc, c'est une image quand même qui permet quand même de comprendre facilement c'est quoi. OK, donc la troisième partie, on atterrit avec la troisième partie. On commence à atterrir, commencez à attacher votre ceinture. On parlera ici ben, disons, des méthodes les plus utilisées pour l'élaboration des portefeuilles de projet. On en a plusieurs, il y a plusieurs méthodes. Mais toutefois, il y a 2 méthodes ben, qui tirent quand même leur épingle du jeu, à savoir l'approche StageGate. Mais ce processus qui a été mis au point par Cooper et théorisé en 1988, mais qui est quand même assez utilisé le plus souvent dans le monde anglophone. Et nous avons la méthode Hugues Machat, qui est la plus utilisée en Europe, mais notamment en France, donc dans les pays francophones généralement. Donc, qui est de loin la méthode la plus populaire dans les pays francophones. C'est pourquoi nous allons mettre l'accent sur la méthode Machat, qui est la première méthode, dans le cas de cette présentation. Sinon, il en existe d'autres, mais qui ont plus ou moins les mêmes outils. Et donc, la méthode ici, cette dernière partie, disons, introduit cette méthode pour composer un ou plusieurs portefeuilles de projets dans une organisation. Donc, la méthode proposée par Hugues Machat, comme on peut le voir ici, permet de faire le lien entre les documents que vous retrouvez dans une organisation, notamment le PMI Sénégal, qui sont les suivants: le plan stratégique de l'organisation, les plans d'action, le portefeuille de projet par division ou par département de l'organisation. Donc, il ne faut pas nécessairement chercher disons, à réaliser toutes les étapes, donc décliner, construire, piloter ou capitaliser. Non, c'est une boucle quand même de rétroaction, donc qui peut être faite de façon itérative. Donc, la mise en œuvre peut être progressive d'un projet à un autre. Et l'élaboration du plan stratégique est quand même une prémisse nécessaire pour être à mesure d'identifier où les efforts devront être mis, dans quel projet, dans l'organisation au cours des prochaines années, de sorte que l'organisation atteigne ses objectifs d'affaires ou qu'elle poursuive ou qu'elle puisse maintenir son positionnement dans l'industrie et le marché où elle œuvre et se distingue. Donc, c'est très important, là, comme je le mentionnais tout à l'heure. En tant que gestionnaire de projet, en tout cas, pour être efficace, il est important de comprendre la place que le projet a dans l'atteinte des objectifs stratégiques de l'organisation pour laquelle on travaille. Donc, l'organisation pour laquelle on travaille veut se positionner stratégiquement dans son secteur. Donc, en ayant à l'idée, en ayant en tête tous ces éléments, cela nous permet quand même de prendre des décisions qui vont dans le sens de cette stratégie-là. Donc, le plan stratégique qui identifie les orientations stratégiques, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, aussi appelé axes d'intervention ou même objectifs généraux précisés dans les objectifs.
à atteindre et qu'il précise habituellement les indicateurs qui permettront de vérifier si l'objectif a été atteint. Donc, le plan stratégique identifie les initiatives, les projets pour chacun des axes d'intervention. Donc, ces orientations stratégiques associées permettent quand même d'atteindre le plan d'action en fonction des départements ou de chacune des divisions de l'organisation. Donc, par la suite, chaque division pourra avoir son propre portefeuille de projet à gérer. Donc, on va le voir en détail ici. Donc, décliner dans cette grande étape, elle consiste quand même à prendre en compte les stratégies globales de l'entreprise et à le décliner en grand plan d'action. Aussi simple que ça. Et construire, cette phase correspond à l'élaboration du ou des portefeuilles de projet. Donc, le schéma classique est d'effectuer, au sein de chaque direction fonctionnelle et opérationnelle, un portefeuille correspondant à l'expertise de cette direction. Ça s'appelle la direction financière. Donc, si on veut lancer un projet d'amélioration des processus de contrôle interne, donc on va le faire au sein de la direction financière. Ça, c'est un projet en lui-même. Okay? Si on veut lancer un projet pour améliorer tout le processus de livraison, le processus de livraison des produits, ça, c'est fait au sein de la direction peut-être opérationnelle. Donc, ce serait un portefeuille appartenant à la direction opérationnelle. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et dans la phase pilotée, cette phase se déroule au niveau des directions fonctionnelles opérationnelles et au niveau de la direction générale et du comité aussi des directions. Donc, on pilote le portefeuille. Et pour terminer, capitaliser, cette phase consiste à faire le bilan global comme des portefeuilles de projet et à déterminer le plan d'action, d'amélioration pour le plan stratégique. Donc, c'est une phase, disons, qui est quand même la plus longue du premier plan stratégique lorsqu'on la réalise la première fois, mais elle permet de gagner du temps sur la construction de nouveaux plans stratégiques. Et dans le détail, c'est quoi? Okay. La méthode MACHA, c'est une méthode constituée en fait qui a 10 étapes, on va dire 10 jalons importants. Okay. Donc, la première étape, c'est de prendre en compte le plan stratégique. Donc, on comprend qu'une organisation normalement a un plan stratégique. Sinon, si elle ne l'a pas, il y a une réflexion qui est faite afin de se doter d'un plan stratégique qui est un document ou qui est une orientation corporative qui permet à l'organisation d'ancrer la façon dont elle va s'organiser pour atteindre ses objectifs. Déjà, où est-ce qu'elle veut aller, sa vision, sa mission, et puis quelles sont les actions à mettre en place afin d'atteindre cette mission-là ou également cette vision. Si ça n'existe pas, il faut l'avoir. Mais sinon, s'il existe, on part de ce plan stratégique. Et les acteurs qui sont, qui réalisent cette étape, ce sont les actionnaires, direction générale, c'est vraiment le top management. Voilà, donc il prend le plan stratégique et à l'intérieur, il essaie maintenant, de comprendre exactement les axes stratégiques qui constituent le point de départ de la démarche. Donc, cette compréhension nécessite la prise en compte du contexte et notamment les conditions de réalisation du plan précédent. Donc, on voit ici, il y a les différentes actions. Quand le top management va se réunir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre connaissance des documents du plan stratégique, élaborer ou reformuler les axes stratégiques, faire le bilan du plan stratégique de l'année précédente. Parce que le plan stratégique se met à jour à chaque année. Ça peut être sur un horizon de 0,5 ans, souvent les plans stratégiques. On a dit un plan stratégique 2022-2025, donc sur 3 ans. Mais on comprend que chaque année, il faut faire la mise à jour. Donc l'année prochaine, on parlera du plan stratégique 2023-2026. Donc, à chaque année, on remet à jour le plan stratégique. Donc, ça, c'est la première étape au niveau du top management. Ensuite, la deuxième étape consiste à décliner la stratégie en plan d'action. Donc, la stratégie qui existe, on la décline en plan d'action. Et généralement, ce sont les actionnaires, la direction générale encore, ou les directeurs et centres de profit. Donc, ça peut être les directeurs des départements qui seront mis à contribution pour décomposer les objectifs généraux et les axes thématiques qui ont été définis par le top management et décomposer les axes thématiques en actions et classer ces actions en priorité. Donc, le plan d'action est la première déclinaison opérationnelle du plan stratégique. Il initie la construction des portefeuilles de projets et rend concret les objectifs généraux, mais qui sont parfois trop politiques
ou trop évasifs. Généralement, les objectifs sont politiques. On veut, ben, OK, on veut se positionner d'ici, peut-être d'ici 2 ou 3, 5 ans. On veut être capable, peut-être, d'envoyer une fusée sur la Lune. C'est n'importe quoi par rapport au projet, disons, avec Elon Musk de SpaceX. Au départ, écoute, ça pourrait paraître quand même assez flou, mais après, il a fallu quand même décliner des actions, des plans d'action, afin de pouvoir permettre d'atteindre cet objectif-là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Au départ, ça peut paraître flou, mais les plans d'action permettent quand même de cristalliser cela. En troisième étape, on décline le plan d'action en portefeuille de projet. Et donc là, on voit clairement qu'on descend au niveau des directions, disons, des directeurs fonctionnels. Les directeurs fonctionnels qui se rajoutent au directeur général. Donc, il va falloir trouver l'adéquation entre l'organisation et ses différentes directions. Donc, la disponibilité de ces directions, il faut tenir compte également de la disponibilité des ressources. Parce qu'une entreprise, écoute, elle a des opérations. Et ce qu'il est important de comprendre, les projets ne permettent pas à l'entreprise, disons, de faire entrer de l'argent. C'est plutôt des sorties d'argent. C'est les opérations qui font entrer de l'argent. Donc, il faut quand même créer un certain équilibre. Donc, entre les opérations et les projets, parce que c'est les opérations, les résultats des opérations qui financent le projet d'une certaine manière. Et donc, les ressources sont toujours limitées. Il est important de tenir compte de cela, notamment sur la capacité quand même à libérer les ressources et les motivations des managers à porter, disons, les portefeuilles de projet. Ça, c'est essentiel. Point 4, construire les portefeuilles de projet. Et à cette étape-ci, c'est les directeurs fonctionnels qui s'en occupent et ils déclinent les grands projets du portefeuille de projet. Ils classent les projets par thématique. Donc, il faut effectuer la décomposition du portefeuille de projet dans un premier temps, sans se préoccuper de savoir si les chefs de projet sont disponibles pour le porter. Donc, cette manière de construire indépendamment des ressources, donc au départ, on ne se préoccupe pas des ressources, mais correspond quand même à la logique de construction en fonction des objectifs et non en fonction des moyens. D'autant plus que certains projets pourront être externalisés. C'est ça. Donc, si on manque de ressources, au départ, si on se préoccupe trop, on se demande est-ce qu'on a les moyens, est-ce que, disons, nos chargés de projet, nos gestionnaires de projet peuvent réaliser ce projet au départ. Il faut le garder en tête, mais il ne faut pas freiner la réflexion par le manque de ressources. Parce que l'entreprise, l'organisation peut décider d'externaliser ce projet-là, peut aller chercher des ressources additionnelles à l'externe afin de l'appuyer pour faire avancer son portefeuille de projet. Donc, c'est de ça également qu'il s'agit ici. Et là, on en arrive à la construction, disons, des fiches de projet. Donc, les projets sont, à ce stade-ci, ils sont jugés opportuns. Donc, on a une fiche de projet qui dit, en fait, qui définit plus ou moins, ça sera quoi le projet. Donc, on analyse le projet donc, en corrélation avec le plan stratégique. Là. Donc, on essaie de voir, OK, est-ce que ce projet permet de répondre au plan stratégique, oui ou non. Donc, c'est un choix qui est fait. Donc, il s'agit alors d'évaluer la faisabilité au niveau macro. Donc, les projets sont comparés l'un de l'autre, dépendamment du budget, dépendamment également des ressources à mobiliser. Ça peut être aussi technique, ça peut être aussi d'un savoir-faire que l'organisation n'est pas prête par rapport à sa maturité. Elle peut décider peut-être de reporter ce projet-là dans l'exercice prochain, dans le prochain plan stratégique. Donc, pour se faire une analyse triptyque, coût qualité temps permettra quand même de vérifier s'il y a un équilibre entre les objectifs à atteindre. Et ça, c'est essentiel. Et généralement, c'est les managers des services, les directeurs fonctionnels des centres de profit. Donc, ils définissent quand même les buts de chaque projet, font la liste des livrables qui sont attendus, définissent quand même un micro ou un macro planning aussi. Mais également, surtout, évaluer la faisabilité globale de chaque projet. Et là, on avance. Et donc là, on en arrive à affecter, disons, les chefs de projet. Donc là, il faut maintenant affecter le chef de projet. Le travail d'affichage effectué par le chef de projet va permettre quand même à nouveau de vérifier la faisabilité des projets là, et de faire une évaluation plus précise. Donc là, les directeurs fonctionnels se sont réunis, ils ont défini quand même les objectifs, mais le chef de projet, compte tenu de son expérience, parce qu'il a peut-être réalisé le même type de projet où il a quand même un bagage qui lui permet d'apprécier encore afin d'aller
préciser davantage un certain nombre d'éléments qui pourraient quand même rester flous et donc s'assurer que les projets, disons, évaluer disons, de façon plus précise les ressources qui sont nécessaires pour réaliser ces projets-là. Mais également la consolidation des projets du portefeuille, donc permettra aussi d'effectuer éventuellement un dernier réajustement du plan stratégique. Donc, on peut peut-être avoir des éléments dans le plan stratégique, mais avec la réflexion, disons, en portefeuille de projet, en constituant le portefeuille de projet, on peut faire des réajustements. Donc, le plan stratégique peut être nourri également par toute cette réflexion. Donc, ce n'est pas ancré, c'est pas coulé dans le béton, dans le marbre, comme on le dit, mais les deux se nourrissent quand même mutuellement. On part du plan stratégique, on évolue, mais au fur et à mesure qu'on évolue, peut-être des réflexions vont se créer dans nos têtes là et on viendra peut-être modifier certains aspects du plan stratégique. Donc là, on met à jour les tableaux de bord maintenant. Donc on travaille, le travail du coordonnateur, ça c'est vraiment le travail du coordonnateur de projet est essentiel car le manager responsable des portefeuilles n'ont pas toujours le temps de récupérer les données et de les consolider surtout dans les tableaux. Donc ce travail est d'autant plus essentiel qu'il donne une vision quand même transverse à la direction générale sans avoir pour coordonnateur, sans avoir pour le coordonnateur la pression des enjeux des directions porteuses de portefeuille. Donc, c'est tout simplement un travail de coordination à faire. Animer les réunions. Donc, c'est un système quand même établi à deux vitesses qui indique à la fois les responsables des portefeuilles vis-à-vis de la direction générale. Donc, par exemple, de manière mensuelle, mais aussi quand même qui permettent au moins une fois par an au chef de projet d'avoir un contact direct avec la direction générale pour s'assurer que les objectifs sont toujours les mêmes. Parce qu'au sein d'une organisation, les objectifs peuvent changer du jour au lendemain. Là, je peux vous le garantir. Donc, il est important quand même que les gestionnaires de projet soient en contact avec le top management, avec généralement les directeurs, ça peut être dans la direction générale, pour toujours vérifier, valider que les objectifs sont toujours les mêmes, ça n'a pas changé. Sur auquel cas, il faudrait quand même adapter tous les paramètres du projet afin de permettre quand même de répondre à ces objectifs qui auraient changé. Et faire le bilan annuel. Donc, le plan stratégique peut être décomposé en plan tactique, donc pour chaque année du plan global. Donc, cette logique quand même revient donc à avoir un mini-plan chaque année avec des objectifs particuliers et un axe stratégique annuel sur lequel on communique. Donc, le bilan factuel et concret, mais que l'on espère quand même positif là, dans sa forme, permet de mobiliser les ressources pour l'année suivante. Donc, dans le fond, ce qu'on dit, on a un plan stratégique sur 3 ans, mais on aura des petits plans à chaque année qui rentrent dans le plan global. Voilà, donc, on ne va pas tout réaliser en même temps, mais il faut quand même étaler ça dans le temps pour permettre aux ressources aussi qui sont limitées d'être utilisées efficacement pour atteindre ces objectifs. Et pour terminer, on a le bilan global. Donc, le bilan nécessite la participation de tous les chefs de projet jusqu'à la direction générale. Donc, cette phase nécessite que l'on réserve quand même du temps pour réaliser et donc que l'on ralentisse les activités quand même des projets afin de réfléchir et de capitaliser. C'est essentiel. Parce que souvent, on veut tellement aller vite qu'on ne prend pas quand même le temps de faire l'analyse globale, le bilan global. C'est très important de faire des bilans parce que cela nous permet quand même de nous améliorer, de regarder quand même les points faibles, ce qui n'a pas fonctionné, mais surtout, mais également les bons coups, toujours important, les bons coups, afin de pouvoir s'en servir, les répéter pour toujours avoir la réussite, mais également les points qui n'ont pas fonctionné dans le but d'avoir une stratégie comme d'amélioration continue. Donc, la capacité d'une entreprise à réserver du temps pour capitaliser et construire est le reflet de sa capacité à innover. Donc, une entreprise qui innove, là, elle doit quand même savoir que c'est un exercice qui est hautement important. Donc, dégager du temps pour permettre de réaliser cette activité est essentiel. Et donc, en résumé,
c'est un processus pour atteindre disons, la constitution du portefeuille de projet par division qui met en perspective les outils favorisant une approche du portefeuille de projet d'une organisation. Et on part du plan stratégique ici, 2014-2017, comme je le mentionnais tantôt. Généralement, c'est 3 ans. Avant, c'était quand même 5 ans, mais de plus en plus, ça paraît quand même long. Donc, les organisations ont tendance à réduire le plan stratégique sur 3 ans. Parce que ça permet quand même d'avoir de la visibilité et puis tous les facteurs de risque, comme par exemple la COVID-19, une entreprise qui avait un plan stratégique, même peut-être sur 5, je pense qu'il y a peut-être 10 ans, les entreprises, certaines entreprises allaient même jusqu'à 10 ans. Mais 10 ans, tu ne peux pas avoir de la visibilité. Là, le reste, c'est vraiment de la théorie. Mais en 3 ans, on arrive quand même à avoir des éléments tangibles qui peuvent impacter réellement le fonctionnement de l'organisation. Et donc, on utilise une grille d'analyse stratégique. Ensuite, on aboutit aux axes d'intervention. Les axes d'intervention qui nous permettent quand même d'élaborer le plan d'action. Et ce plan d'action, ben, on décline le plan, une grille de déclinaison du plan d'action est utilisée pour sortir la liste des projets en lien avec les différents axes, et ce par division. Ce qui nous permet, la classification de cette liste de projets, qui nous permet d'avoir des portefeuilles de projets qui peuvent être par division. Donc la division, comme je le disais tout à l'heure, la division gestion financière, gestion d'approvisionnement, la gestion même, ou même également les affaires juridiques aussi, peut aussi avoir des projets d'amélioration des mécanismes de contrôle interne, la direction financière. Donc, c'est essentiel. En conclusion, qu'est-ce qu'on retient de ce voyage? Nous sommes en train d'atterrir, on avait 1h08h02, donc dans quelques minutes, on va terminer. Donc, nous devons quand même désormais parler des gestions stratégiques de projet. Voilà. Donc, pas seulement parler des gestions de projet. Parce que la gestion de projet, on se limite au projet, on le réalise, on le livre et on donne d'eau. Mais non, la gestion stratégique de projet, on analyse le projet dans son environnement. Mais surtout, tenant compte des ressources également des organisations. Et donc, les organisations doivent se doter d'une gouvernance organisationnelle. Gouvernance organisationnelle efficace, qui permettra de se positionner aussi de manière durable face à l'avenir. Parce que si la gouvernance interne, la gouvernance organisationnelle n'est pas efficace, les projets vont stagner, les projets ne pourront pas être réalisés conformément, les projets pourront être réalisés, mais ne vont pas contribuer nécessairement à l'atteinte des objectifs organisationnels. Voilà, si la gouvernance crée une certaine lenteur, les projets vont prendre du retard, ce qui fera que les concurrents pourront avancer sur le développement d'un produit par rapport peut-être à nous, par rapport à l'organisation, parce que la gouvernance interne ne permet pas de se positionner quand même de manière durable face à l'avenir, face à la concurrence. Et aussi, ces organisations doivent se doter d'une gouvernance de projet efficace qui permet aussi, disons, qui fournit une méthode complète et cohérente pour maîtriser les projets et assurer leur réussite en définissant et en documentant, en communiquant aussi des pratiques des projets fiables et reproductibles. Voilà, donc, il est important quand même, donc tout à l'heure, je le mentionnais, que la gouvernance de projet, c'est comme, disons, un bateau et la gouvernance organisationnelle, c'est un fleuve. Donc, il faudrait quand même que le bateau puisse quand même se gérer, puisse garder un certain équilibre, voilà, pour naviguer sur disons, un fleuve qui n'est pas toujours tranquille. Donc, il faudrait quand même avoir une certaine tranquillité. Donc, c'est toute la réflexion d'avoir une gouvernance efficace. L'image d'une gouvernance efficace, c'est un fleuve qui est tranquille, qui permet quand même aux navires de naviguer en toute sérénité. Et la gestion par projet, qui permet quand même d'assurer la performance des actions du plan stratégique des organisations. Et les portefeuilles qui permettent quand même à l'organisation d'améliorer sa performance en facilitant des réductions de comptes qui sont essentielles à l'amélioration des processus d'affaires. Donc, nous devons désormais parler de gestion stratégique de projet au lieu de parler de gestion de projet, car c'est une approche qui permet à l'entreprise de se positionner stratégiquement pour l'avenir, en choisissant des bons projets, en ayant en place une gouvernance efficace et une gouvernance de projet, si on arrive assurément à atteindre ces objectifs stratégiques. Donc, merci pour votre attention
Et puis, je pense que j'espère vous avoir quand même livré disons, un contenu qui vous permettra de comprendre c'est quoi la gestion stratégique d'un projet. Mais sinon, nous sommes disons, à la phase des questions. Je vais passer la parole à Michael afin d'approfondir peut-être certaines notions qui n'ont pas été claires peut-être pour vous. Donc, c'est l'occasion quand même d'échanger dans cette étape-ci. Merci. D'accord, d'accord. Merci, Olivier. Je pense qu'on a été vraiment enrichi par la présentation et puis la qualité vraiment de ce que vous avez vraiment abordé. J'ai vraiment apprécié la démarche depuis la première partie jusqu'à la dernière partie. Alors, on est à la phase des questions-réponses. En temps, j'ai partagé le lien pour tous ceux qui sont membres du PMI et qui détiennent une certification qui donne recours à des PDOs. Donc, veuillez remplir à travers le questionnaire pour pouvoir en bénéficier. Ça marque votre présence et le webinaire donne droit à 1,5 PDOs. Alors, moi, je renchirai un peu les propos de notre speaker en termes d'alignement. C'est-à-dire que, Olivier, nous sommes au Sénégal et c'est un peu un phénomène assez récurrent que nous voyons dans la sous-région. Il y a beaucoup de projets qui tournent dans le volet infrastructure, BTP. L'une des notions qu'on a vraiment besoin, c'est la notion d'alignement. Et ça, souvent, sans le cacher, sans le décrier également, on ne l'a pas vraiment sous nos cieux. C'est dans nos organisations, on y travaille. J'y travaille également aussi sur un plan stratégique pour l'organisation dans laquelle j'y travaille. Mais j'y peine, sans te le mentir, parce que les parties prenantes ne sont pas impliquées. C'est identifié, partager la vision par la direction, mais derrière, il y a un manque d'engouement, il y a de la négligence, il y a de l'ignorance. Il y a pas mal de facteurs qui font que on peine vraiment à pouvoir documenter ces plans stratégiques de sorte à ce que sur 3 ans, on soit vraiment sur une feuille de route qui tend vers la réalité. Alors, je ne sais pas, j'ai vu à travers les deux méthodes quelque chose d'assez précis que je n'avais peut-être pas connaissance et qui, je pense que chacun d'entre nous, on pourra s'en servir pour pouvoir vraiment aussi arriver à documenter nos plans stratégiques dans nos différentes organisations. Alors, je ne sais pas si quelqu'un ou quelques personnes ont des questions, ils peuvent lever la main ou ouvrir le micro et prendre la parole. Merci encore, Olivier. Je t'en prie. Je pense qu'il y avait une question dans le slide. Monsieur Dangoura qui a levé la main. On va laisser poser la question. Allez-y, monsieur. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. J'ai un problème avec mon casque. Oui, on vous entend très bien. On vous entend. Allez-y. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc, moi, c'est Ndiasse Dangoura. Je suis conseiller technique suivi et évaluation pour une organisation humanitaire, Catholic Relief Services. Donc, c'est un plaisir vraiment de participer à cette présentation webinaire qui nous parle également en tant que gestionnaire des projets humanitaires. Et je voulais beaucoup plus contribuer sur l'action bilan, ou bien la partie bilan de nos stratégies, ou bien le suivi de nos stratégies. Malheureusement, si je peux m'exprimer ainsi, c'est notre talon d'Achille, en tout cas, si on parle surtout dans la zone Afrique subsaharienne, où on n'a pas toujours cette culture de faire le bilan. Bien, même si on fait un bilan, on ne prend pas le soin d'apprendre vraiment de ce qui est bonne pratique, de tirer les leçons apprises. Et même si on tire ces leçons, de pouvoir les utiliser pour la planification future. Des fois, c'est juste une exigence du bailleur ou bien une exigence du commanditaire de faire une évaluation, par exemple. On fait l'évaluation, le rapport est là, mais on ne prend pas toujours le soin de tirer profit des conclusions de ces bilans sous forme d'évaluation, sous forme de processus de capitalisation d'expérience, sous forme de revue après action, pour que à la prochaine stratégie ou bien à la prochaine phase de lancement d'une vision ou bien de mise en œuvre d'une stratégie, qu'on puisse identifier vraiment ce qui a bien fonctionné, c'est-à-dire
des aspects sur lesquels nous pouvons reproduire et ce qui n'a pas bien fonctionné, c'est-à-dire ce qu'on devrait repenser ou bien faire autrement. Et c'est cette processus de bilan, vraiment, fait partie du salon. Travaillons là-dessus. On pourrait améliorer vraiment nos stratégies et même de façon globale. Avoir beaucoup plus de valeur à nos projets et d'impact surtout. Parce que, comme vous le dites tout à l'heure, l'important, ce n'est pas vraiment le résultat classique dont on parlait, exécuter nos projets, respectant ce triptyque périmètre, produire de la valeur en termes d'impact sur les communautés à large échelle, mais également pour susciter, pour promouvoir le bien-être et l'amélioration des conditions de vie des populations. Voilà vraiment ma contribution et je pense que nous tous, en tant que managers ou bien en tant que support au PMO, nous devons vraiment travailler sur cet aspect bilan à mi-parcours, bilan final également, pour permettre nos projets de tirer profit de nos réalisations. Merci beaucoup et encore une fois, félicitations. L'exposé est très clair et j'ai beaucoup appris. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui. Michael, si tu le permets, là, j'aimerais peut-être juste rajouter un élément là, à ce que M. Dangora disait tout à l'heure. Ben, généralement, la partie bilan est négligée. Pourquoi? Un élément important, c'est que dans les organisations, il faudrait informer les chefs de projet suffisamment tôt. Parce que ce qui arrive, c'est que les chefs de projet sont mis souvent, disons, devant le fait accompli. Là. Donc, il faut le mettre quand même suffisamment informé. Il faut les informer suffisamment tôt, ben, trois mois quand même à l'avance, afin qu'ils préparent quand même la clôture et les bilans de leur projet. Là. Parce que les bilans de leur projet, ça peut être un bilan partiel, une clôture partielle, pour permettre quand même de répondre, permettre quand même de répondre aux actions du plan stratégique. Donc, de fermer les projets qui sont en cours et prévoir également des redémarrages plutôt et laisser les projets, disons, à cheval sur 2 plans stratégiques. Donc, ça dépend aussi de la volonté, comme Michael, tu le mentionnais tout à l'heure, de la volonté du management, de la volonté, disons, des politiques, de la volonté des chefs d'entreprise, de la volonté des cadres. Parce que le plan stratégique, ben, il est important pour qui? Généralement, en fait, le plan stratégique n'est pas important pour le gestionnaire de projet parce que lui, son rôle, c'est de gérer le projet. Mais il est important pour le management, donc c'est à eux de le mettre de l'avant. Mais on comprend que malheureusement, ça a un impact sur le projet et puis souvent, ça peut créer quand même de la démotivation sur le long terme. Parce que tu réalises le projet, mais après, quand tu vois que le projet n'a pas atteint ses objectifs, en tant que gestionnaire de projet, il y a une frustration aussi qui naît. Donc, merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. C'est très apprécié. Merci aussi. On a 3 personnes qui ont levé la main. Ouais. On va les laisser poser des questions ou apporter peut-être des contributions. Notamment Mme Priska Nkolo. Ensuite viendra M. Moui Paul Bois. Et on terminera par M. Alain Mouteba. Allô, Priska, tu as la parole. Vous m'entendez? Oui, mais faiblement. Ah, ok. Est-ce que là, c'est mieux? Non. Idem. Passez la parole à quelqu'un d'autre. Je vais essayer. Ok, on va laisser la parole à M. Moïse Paul Bois en attendant que Priska Nkolo revienne. Monsieur Paul Bois, vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro et puis. Alors, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Oui, Oui, je suis Paul Bois, je suis membre du PMI Côte d'Ivoire. Je voulais vous dire merci pour cet exposé. Et je voulais revenir, c'est un élément important, vous l'avez évoqué, mais c'est aussi très important d'y insister, c'est la notion vraiment de tableau de bord. Parce que vous l'avez bien dit, il y a plusieurs parties prenantes, mais je pense quand même que pour la réussite aussi du projet, il est important d'identifier pour chaque partie prenante quels sont les rapports, les exigences en termes de retour sur le projet et qu'à temps réel, chacun soit informé. Donc, de plus en plus, je pense qu'on peut parler des outils comme, bon, je ne fais pas de publicité, mais comme Power BI, comme Tableau, comme des outils informatisés
qui permettent à ces parties prenantes-là de suivre à temps réel l'avancement du projet. Donc, je pense que c'est un élément très important et vous en avez parlé et je voulais vraiment insister. Vous voyez, tout à l'heure, celui qui a pris la parole a parlé de l'apport du projet pour les parties prenantes. Ce n'est pas aussi compliqué de dire j'ai un projet important d'action humanitaire, j'ai le ministère qui intervient, j'ai la Banque mondiale qui intervient, j'ai les parties prenantes, quel est le besoin de chaque partie prenante en termes de reporting. Et que ces parties prenantes-là, dans un dispositif informatisé, puissent suivre à temps réel le projet et savoir que à telle date, il y a tel livrable, ainsi de suite. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. Je ne vous apprends rien. La plupart des pays subsahariens, lors des missions d'évaluation des bailleurs de fonds, nous sommes à un taux de décaissement de deux fois moins de 30 à 20%. Ça suppose quand même qu'on a des fonds disponibles, on est dans l'incapacité de les utiliser pour lutter vraiment contre la pauvreté. Donc, c'est vraiment une petite contribution que je voulais apporter sur la notion vraiment de tableau de bord, de suivi, pour qu'à temps réel, toutes les parties prenantes puissent savoir exactement quel est l'avancement du projet. Je vous remercie. Absolument, absolument. C'est quand même d'autant plus important, là, effectivement, de comprendre, de ne pas oublier quand même qui va utiliser les plannings qu'on réalise là. Parce qu'en fonction, disons, de la réponse, on va adapter le niveau d'information pour permettre à ces parties prenantes qui ne sont pas toujours au même niveau, qui ne comprennent pas toujours le projet de la même perspective, un prisme est différent selon la contribution de cette partie prenante-là. Donc, avoir quand même un tableau de bord qui permet de répondre à besoin de disons, à la demande d'informations sur le projet de ces parties prenantes essentielles pour les garder quand même aussi motivés jusqu'à la fin. Donc, c'est quand même un élément très, très important, effectivement. Et il y a des outils comme le Power BI, comme tu le mentionnais tout à l'heure, et aussi d'autres outils qui sont de plus en plus utilisés. Merci pour cette contribution. Merci. On va aussi donner la parole à Priska à nouveau. Priska Nkolo, allez-y. J'espère que cette fois, vous m'entendez mieux. Oui. Parfaitement. Ok, d'accord. Merci pour la patience. Donc, je voulais dire merci à Olivier pour la présentation. C'était vraiment très, très intéressant et puis un sujet important. Mon intervention, ce serait plus au niveau peut-être d'avoir un peu plus de, comment dire, l'expérience pratique d'Olivier dans son domaine en ce qui concerne les objectifs. Parce que quand on parle de planification stratégique, effectivement, c'est pour aboutir à un plan d'action. Mais par mon expérience, j'ai constaté qu'il y avait un gros problème en ce qui concerne la définition d'objectifs clairs, tangibles, réalisables. Et si on n'a pas ce type d'objectif, que l'on suive, qu'on communique ou quoi qu'on fasse après, on est quand même assez biaisé au niveau du résultat. Donc, je voulais savoir si dans leur structure, il y avait comme des best practices pour la définition d'objectifs clairs, enfin de smart objectives, comme on dit. Absolument, absolument. Écoute, je travaille dans une organisation, disons, gouvernementale qui est quand même très, très bien structurée. Et à chaque année, il y a une réflexion qui est faite pour mettre à jour le plan stratégique de l'organisation. Et cette mise à jour, un exemple pratico-pratique là. Là, je suis chargé de projet pour la feuille de route gouvernementale pour le déploiement du BIM. Le BIM, le Building Information Modeling. Donc, c'est un projet mou. L'extra n'est pas partiellement tangible. Et ce projet vient d'où? Ce projet a été initié, pourquoi? Parce que il y a ce qui, disons, le gouvernement a réfléchi dans sa stratégie, c'est qu'on a un problème de main-d'œuvre ici au Québec, du fait de la pandémie et pour diverses raisons, qui fait que les frontières sont restées fermées quand même longtemps. Et donc là, il y a des postes qui sont affichés dans le domaine de la construction et il y a peu de personnes qui appliquent parce que tout le monde est occupé. Tout le monde est occupé. Donc, il y a une pression énorme sur les employés, mais également sur les employeurs. Et le gouvernement réfléchit, OK, dans la stratégie du gouvernement, ici, le gouvernement a un plan, disons, qui recense des projets qui
qui sont essentielles pour lui permettre d'atteindre disons, sa vision sur 10 ans. Ce n'est pas sur 3 ans, là, parce que c'est au niveau gouvernemental. Donc, sur 10 ans, on appelle, disons, le PQI, le Plan québécois des infrastructures. Donc, qui est un ensemble, disons, de projets avec un portefeuille qui parle des centaines, en tout cas, de milliards de dollars. Là. Donc, il permet quand même de lister les projets, même s'ils sont en planification, en démarrage, ou soit même au niveau de, juste après avoir obtenu le dossier d'affaires, disons, le dossier d'opportunité. Donc, on le met dans ce plan-là. Et une fois que le projet est dans ce plan, c'est que on a analysé, on doit documenter comment est-ce que ce projet permet de répondre à la vision que le gouvernement s'est donnée. Donc, il y a un dossier d'affaires. Le dossier d'affaires, il est produit et ensuite, il doit être approuvé au sein du top management qui est ici, le gouvernement. Donc, le gouvernement, il reçoit le dossier d'affaires dans lequel on justifie pourquoi est-ce qu'on veut réaliser ce projet-là. Et on doit même faire une comparaison, trouver à la limite des solutions, plusieurs options. Il peut y avoir 2 ou 3 options, dépendamment de ce que le gouvernement demandera pour justifier. Donc, les projets ne sont pas réalisés vraiment au hasard. Là. Mais tout à l'heure, Michael disait en Afrique, malheureusement, c'est de la volonté politique, on impose, on réalise. Bon, écoute, ou souvent, parce qu'on a les fonds, il faut les dépenser. Et donc là, le dossier d'affaires qui est déposé, il permet de documenter. Donc, les objectifs, s'ils ne sont pas clairs, il faut les préciser là, disons, à l'intérieur de ce dossier d'affaires. Et ensuite, une fois que ce dossier d'affaires il est approuvé, donc le projet va en planification. Donc, c'est tout un processus qui est similaire quand même disons, au processus que je viens de vous dérouler tout à l'heure de Hugues Machar, mais qui est à un niveau plus stratégique. Voilà, donc il y a des objectifs qui sont clairs. Et pour la feuille de route, pour y revenir, pour terminer là-dessus, donc la feuille de route est réalisée dans le but disons, d'augmenter la productivité de l'industrie de la construction au travers du numérique, au travers de l'utilisation du BIM, disons, de l'utilisation efficace de l'information, de la collaboration au sein des acteurs, disons, des parties prenantes dans le domaine de la construction. Donc, utiliser un environnement de données partagées, commun de données pour permettre de centraliser l'information afin d'éviter le risque d'erreur, mais aller vraiment beaucoup plus vite. Voilà. Donc, c'est un projet, mais qui permet de répondre à une vision qui est d'augmenter la productivité du secteur de la construction. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, donc ça, je comprends bien, en fait, tout part de la vision et vous faites plus de brainstorming. Absolument. Oui, Absolument. Voilà, pour vous assurer que chaque aspect qui est proposé répond à la vision. Je pense que c'est... Ouais, OK. Je pense que c'est le problème qu'on a ici en Afrique. Définir la vision et puis faire ce brainstorming-là. Merci. Absolument. Absolument. Et même peut-être pour terminer juste là-dessus, pour les organisations privées, ce qui arrive souvent, c'est qu'une fois par an, on se retrouve, en tout cas moi, avant de rejoindre la structure du gouvernement, je travaille pour une organisation privée. Et une fois par an, on se retrouve dans un environnement, ça peut être dans un hôtel ou une place pour brainstormer, on passe du temps ensemble. Et puis, il y a un certain nombre d'activités, de réflexions stratégiques. Donc, où on pose des questions. Donc, on implique l'employé, en fait. On t'implique pour contribuer à cette réflexion, pour définir quand même un plan stratégique de l'organisation, pour voir où est-ce qu'elle veut aller. Parce que c'est les gestionnaires, c'est des personnes qui travaillent, qui savent exactement ou qui comprennent également le marché, qui peuvent alimenter ce plan stratégique. Merci. Merci Olivier, merci Nkolo aussi pour la question. Je pense qu'on a été satisfait. On va laisser la parole à M. Alain Mouteba qui a une question, qui a levé la main, et ensuite après Ousmane Gueye pourra répondre. Merci Michael, bonjour à tout le monde, j'espère que vous me suivez. Oui. Bon. D'accord, je me présente d'abord, moi c'est Alain Mouteba, ingénieur de formation. Je vous suis depuis Kinshasa, où nous avons également un chapitre PMI. J'ai découvert le chapitre du Sénégal sur LinkedIn et je suis abonné à votre page. Je suis également très satisfait de cette présentation. Je remercie infiniment Olivier pour la qualité de sa présentation où j'ai beaucoup appris. Alors, concernant la méthode Hugues Machar, que j'ai beaucoup appréciée, ma question, Olivier, était de savoir, étant donné que l'adaptation est très importante, voire capitale en gestion de projet, comment est-ce qu'on pourrait adapter cette méthode au niveau des petites organisations? Parce qu'elle est
elle s'applique bien dans des grandes organisations, mais quand je pense à des très petites organisations, par exemple moins de 10 personnes, 5 personnes, comment est-ce qu'on pourrait adapter cette méthode-là dans une telle petite organisation? C'est ma question et mes remerciements encore pour la qualité de votre exposé. Merci. Merci beaucoup, Alain. Écoute, dans mon dernier exemple tout à l'heure, je travaillais pour une organisation privée. C'est une petite organisation, on était une équipe d'à peu près une dizaine de personnes maximum. Donc, ça répond très bien quand même disons, à ce que vous dites, à la question que vous avez posée. Dans une petite organisation de 10 personnes. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Chaque année, déjà, on se réunit, l'entreprise organise disons, une réflexion stratégique. On se retrouve quelque part, ça peut être un hôtel. En Afrique, on a quand même pas mal de belles places. Ça peut être en bordure peut-être de lagunes de mer pour, pour sortir du cadre du travail. Et on a des activités avec des questions de brainstorming et on met à contribution. Donc, cette petite organisation, en réunissant ses employés, peut dire, OK, ben voici notre vision. La vision, généralement, qui change quand même très peu pour une organisation. Et il n'est pas recommandé de changer la vision aussi, disons, tout le temps. La vision est là, mais on a la mission également. Donc, par rapport à notre mission, OK, cette année, on fait un bilan. Et le premier intervenant qui a posé la question, il a parlé de bilan. Malheureusement, ce n'est pas fait. Donc, c'est en faisant le bilan de l'année en cours qu'on peut cibler déjà les bons coups qui sont essentiels sur lesquels on pourrait s'appuyer pour améliorer, disons, pour continuer de performer, mais également ce qui a moins bien marché, ce qui n'a pas fonctionné par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Et on mettra en place, disons, des actions que nous allons décliner plus tard, qui deviendront des projets qui nous permettront d'améliorer ce qui n'a pas fonctionné. Donc, afin de pouvoir, afin de permettre à l'organisation d'atteindre ces objectifs-là. Donc, tout part de la réflexion, de mettre à contribution, de prendre le temps de faire le bilan, parce que c'est dans le bilan qu'on voit clairement ce qu'on doit faire. Donc, ça, c'est essentiel. Pour une petite organisation, ce n'est pas quelque chose quand même de fortuit. Souvent, certaines organisations peuvent dire, ben non, je ne vais pas payer les gens une journée entière, aller s'asseoir en train de réfléchir et puis on ne rien fait. Mais non, au contraire, écoute, ils réfléchissent, ils contribuent. C'est un travail d'une journée, mais qui a un impact majeur sur pratiquement, disons, un horizon de 0 à 3 ans. Donc, c'est un investissement qui est quand même essentiel. Donc, il faudrait, c'est surtout au niveau du top management. C'est pourquoi la formation est essentielle. Si la haute direction ne comprend pas c'est quoi un plan stratégique, ben, vous allez tu vas beau en tout cas t'émousser pour essayer de le faire comprendre, mais ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Il y a des limites là, rien n'est pas fait, mais il faudrait que le top management comprenne c'est quoi un plan stratégique et accepte aussi, disons, de jouer le jeu là, parce que les employés contribuent et le top management aussi contribue. Donc, je ne sais pas si c'est clair, Alain. C'est très clair, Olivier. Merci encore. Merci. Merci aussi à Alain qui nous suit depuis Kinshasa et puis pour cette belle question qui a été posée. Alors, on va donner la parole à M. Ousmane Gay. Je précise qu'il ne nous reste qu'une seule minute pour terminer notre webinaire. J'espère qu'on ne va pas trop tirer. Après quoi, on va peut-être laisser la parole au président pour donner des mots de remerciement aux speakers ainsi qu'à tout le monde avant de pouvoir clore le webinaire. Ousmane, allez-y. Très bien, merci beaucoup à tous. Déjà, excusez-moi pour le bruit ambiant parce que je suis en voiture, mais c'est tellement intéressant que je ne pouvais pas ne pas suivre cette formation-là. Donc moi, je suis chef de projet au niveau d'une société de télécommunications au Sénégal et je suis actuellement élève de Dr Onana sur la certification PMP. Et j'ai deux contributions en fait, parce que l'exposé m'a tellement séduit. La première, c'est par rapport au plan stratégique. Bon, nous, on fait des plans stratégiques à horizon 4 ans. Effectivement, la direction générale donne sa vision, donne ses priorités stratégiques. On regarde l'environnement marché, interne, externe. On tire des trajectoires de revenus. En fait, pour résumer, le plan stratégique, c'est une prévision. Et après, quand on arrive dans le run, on se rend compte que tout ce qu'on avait prévu dans le plan stratégique, il y a des éléments externes qui le bousculent. Je prends l'exemple de la COVID. Donc, les projets qui ont été conduits à partir du plan stratégique bouleversés par la COVID n'auront pas un total succès. Je prends un exemple. On fait un projet pour augmenter la capacité d'accueil
des clients dans une agence et avec la Covid, bon, les clients ne peuvent plus venir. Est-ce que le fait que cet élément externe-là perturbe le projet peut être imputable au chef de projet? Ça c'est la première question que je pose. Et puis la deuxième, c'est vraiment par rapport à la certification PMP. J'ai vu qu'il y a très peu de personnes qui l'ont, en tout cas, rapporté à la population au Sénégal. Est-ce que quand on a la certification PMP, on a beaucoup plus de chances d'émigrer au Canada? Cette question s'adresse plus à Olivier. Voilà, merci. Merci. Michael, je te laisse répondre à la première ou comment fonctionne. Mais sinon, je peux répondre aussi. La première, c'est ça. Il posait la question de savoir, OK, si un projet échoue, parce qu'il y a quand même des éléments externes qui sont intervenus pour perturber le projet, est-ce la faute du gestionnaire de projet? Ben non, ce n'est pas de sa faute, mais parce que le projet se réalise dans un contexte, dans un environnement autant externe qu'interne. Tout à l'heure, j'ai parlé de structure organisationnelle. Dans la structure organisationnelle, disons la gouvernance organisationnelle. Et la gouvernance organisationnelle ne se limite pas seulement à l'organisation, c'est-à-dire à l'entreprise qui réalise le projet, mais également il y a une étude externe, l'organisation en termes d'environnement, donc le pays dans lequel le projet se réalise. Okay. Une réflexion pour être pratico-pratique là. On réalise un projet peut-être de construction, la gouvernance organisationnelle va s'intéresser également à la disponibilité des ressources, par exemple, disons, d'avoir des matériaux de construction en nombre suffisant pour pouvoir exactement, est-ce qu'on a une carrière proche pour pouvoir alimenter le projet? Mais si cette réflexion n'est pas faite, qu'on parle le projet et qu'après on se rend compte que il y a tellement de projets qui sont réalisés que les carrières qui sont disponibles n'arrivent pas à fournir et que finalement on accuse des retards sur le projet, ce n'est pas de la faute disons, du gestionnaire de projet, malheureusement. Donc ça c'est plus un niveau stratégique là, parce que ce qu'il faudrait comprendre, il y a la stratégie, il y a disons, le niveau tactique et le niveau opérationnel. Le gestionnaire de projet, il est plus au niveau opérationnel. Et généralement, dépendamment du projet, ici, on pourrait avoir un directeur de projet qui est au niveau tactique, donc qui est le lien entre la stratégie et l'opérationnel. Donc, le gestionnaire de projet, en fait, il est plus en bas, il réalise le projet. Donc, il n'a pas nécessairement d'influence sur ce qui a été décidé au départ, mais c'est au management de réfléchir afin de pouvoir tenir compte de l'environnement externe du projet pour les éléments qui peuvent impacter le projet, les identifier et de mettre en place, disons, un plan de mitigation. Donc, une analyse des risques sérieuse permettrait, à l'entame d'un projet, que ce soit au démarrage, à la planification, à l'exécution, on fait des analyses des risques au démarrage pour tenir compte quand même des paramètres externes ou internes qui peuvent avoir un impact sur le projet, qui peut faire dérailler le projet. Donc, cette réflexion nous permettra déjà d'avoir un plan de mitigation, généralement qui permet de contenir, disons, ce genre de situation-là. Donc, il pourrait arriver, mais si un plan de risque ou une analyse des risques sérieuse a été faite, cela permettrait quand même d'avoir un plan de réponse. Donc, dans le cas peut-être de la carrière, peut-être qu'au lieu de faire affaire avec une seule carrière pour fournir le matériau de construction, on va en identifier peut-être deux. Donc, deux pour ne pas avoir de rupture sur le chantier. Donc, c'est ce que je peux répondre pour la première question. Je ne sais pas si c'est clair. Et pour la deuxième, écoute, les certifications sont toujours quand même aussi importantes là, parce qu'en gestion de projet, on a la chance en tout cas d'avoir un organisme indépendant qui est le PMI, qui permet quand même de standardiser la connaissance. Et le problème qu'on peut avoir, c'est que quand la connaissance n'est pas standardisée, que tu voyages d'un environnement à un autre partout dans le monde, tu peux avoir de la difficulté parce que tes connaissances ne sont pas reconnues. Je prends l'exemple tout simple. Bien que tu sois ingénieur en Afrique, quand tu arrives ici au Québec ou en tout cas au Canada en général, tu dois appartenir à un ordre professionnel. Donc, tu dois faire une reconnaissance quand même de tes connaissances et on te délivre, disons, un permis d'exercice. Donc, et c'est un processus quand même assez lourd parce que ça prend quand même du temps pour pouvoir quand même justifier que tu as les compétences pour pouvoir exercer la titre d'ingénieur. Moi, ce que j'ai fait et j'ai réussi. Mais en gestion de projet, la beauté, c'est que tu sois sur le continent africain, que tu sois sur le continent américain ou asiatique, la certification reste la même. Donc, elle est standardisée, elle est reconnue partout. Donc, que tu l'obtiens à Dakar, elle sera reconnue ici.
de plus en plus, il y a même des entreprises qui n'hésitent pas, disons, à recruter à l'international, et une certification internationale comme le PMI, disons, est quand même essentielle et permettra quand même, disons, d'atteindre ces objectifs-là. Merci. Merci, D'accord, très Olivier. bien. Merci beaucoup, c'est très clair. Merci, Michael. Merci, Olivier. Merci. Merci à vous. Merci à tout un chacun pour vos différentes questions. Je crois qu'on avait omis, Olivier, une question dans le chat. OK. De la part d'Auguste Diatta. Alors, il demande comme stratégie, pouvons-nous à la fin de chaque phase tirer les leçons apprises qui constitueront un bilan à la fin du projet? Absolument. La question, c'est oui. Absolument. Pour répondre à cette question, absolument. C'est pourquoi il est même conseillé, et l'une des bonnes pratiques, c'est d'avoir, disons, de documenter les leçons apprises, mais sinon l'historique du projet en cours de projet, de ne pas attendre nécessairement même à la fin, disons, à la fin de la phase. En tant que gestionnaire de projet, il faut tenir quand même un registre des leçons apprises. Leçons apprises, ça ne veut pas dire que ce sont nécessairement des bons coups. Ça peut être aussi des mauvais coups. Pas des mauvais coups, mais des points d'amélioration, en fait. Donc, des choses qui arrivent sur le projet, mais qui ne devraient pas arriver. On ne veut plus que ça se répète. Donc, on les documente au fur et à mesure pendant le projet. Et on s'arrête à un moment donné, on fait le bilan. Donc, on repasse en revue parce qu'on n'est pas seul dans le projet. On a d'autres personnes qui travaillent sur le projet. On peut avoir d'autres gestionnaires de projet, d'autres parties prenantes. Et puis, valider aussi leur compréhension. Peut-être qu'ils ont une liste comparée afin de sortir une liste consolidée. Donc, qui permettra, en fait, qui pourra tenir lieu de bilan de phase. Donc, ça doit être fait vraiment de façon continue, là, pour répondre clairement à la question. Et ça permettra Olivier, d'améliorer le processus. Exact. Super. Merci. Merci encore, Olivier, et puis merci à tout un chacun. On a cette débordée de quelques minutes. On a des retours. Hein. Je pense que pas mal d'entre nous, nous te remercions vraiment pour la qualité de la présentation et aussi l'implication dans les réponses que tu as eu à donner aussi, notamment des cas beaucoup plus pratiques auxquels tu es confronté au quotidien et qui nous permettent, nous aussi, au niveau membre du chapitre, on va dire Afrique, de pouvoir vraiment aussi s'en inspirer, s'en instruire et d'arriver vraiment à pouvoir les mettre en application dans nos différentes organisations. Donc, on est vraiment à la fin. J'encourage à tout un chacun d'entre nous à remplir le formulaire concernant la déclaration de votre présence pour obtenir les PDOs. Donc, André, le président, va prendre des mots de remerciement et terminer le webinaire. Merci encore, Olivier, une fois de plus. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Olivier, et merci à Michael. C'est des mots de gratitude que je voudrais exprimer. Gratitude à l'endroit de Olivier, qui a quand même pris de son temps pour venir partager avec nous. Et on sait qu'il est très tôt chez vous à Montréal, mais malgré ça, vous avez quand même pris la peine de venir partager avec nous. Ça montre toute l'énergie positive que vous avez. Et franchement, on l'a ressenti tout au long de la discussion. Et je ne peux que vous témoigner ma gratitude par rapport à ça. Gratitude également à tous ceux qui nous ont suivis, que ce soit à Dakar, que ce soit dans d'autres pays. Et franchement, c'était un très beau webinaire. Et je reçois déjà beaucoup de messages qui me demandent est-ce que ça a été enregistré? On veut l'écouter. C'était un très bon webinaire. En tout cas, merci beaucoup. Et le PMI Sénégal, à travers ma voix, vous remercie pour tout ce que vous faites. Et j'en profite pour vous annoncer que le 25, nous avons un très bon webinaire qui sera organisé, cette fois-ci avec tous les chapitres d'Afrique. Vous savez que le 25 mai, c'est la journée de l'Afrique. C'est l'Union africaine qui a dédié cette journée à l'Afrique. Donc, nous allons faire un webinaire sur le rôle de la gestion de projet dans la contribution à la sécurité alimentaire. Vous savez que l'Afrique est l'un des continents dans lesquels l'autosuffisance et la sécurité alimentaire sont quand même des problèmes. Et donc, la gestion de projet peut jouer un rôle important par rapport à ça. Donc, ce sera le 25 mai. Le 26 mai, vous avez également un webinaire qui est organisé par PMI Africa sur l'agilité. Vous savez que de plus en plus aujourd'hui, l'agilité est une valeur sûre de la gestion de projet. Et donc, il est important pour l'Afrique de pouvoir trouver les voies et moyens pour intégrer l'agilité dans tout ce que nous faisons dans la gestion de projet. Et j'imagine que par rapport à la thématique qu'on avait aujourd'hui,
il y a certainement des éléments d'agilité qu'il faut intégrer dans les problématiques de gouvernance et de gestion stratégique des projets. Peut-être qu'avec Olivier, on aura l'occasion d'approfondir un peu ce volet-là. Comment peut-on mobiliser l'agilité pour faire de la gouvernance de nos projets quelque chose d'assez flexible? Parce que moi, je connais des éléments en termes de gouvernance de projet en Afrique quand même qui souffrent de beaucoup de bureaucratie, et l'agilité pourrait aider à améliorer cela. La troisième chose aussi, c'est que le 28 mai, nous aurons la deuxième session de notre groupe de discussion en anglais. Alors, nous avons fait la première édition, c'était très bien. Et donc, nous allons renouveler la deuxième édition le 28 mai avec notre doyen JB Gay, qui est coach en anglais. Et donc, nous allons parler de waterfall versus agilité dans la gestion de projet. Et donc, tout ça, ce sera en anglais. Donc, voilà les 3 prochains événements que nous avons pour le mois de mai. Et on compte vraiment sur votre participation active comme vous le faites. Et vraiment, merci beaucoup. Bon week-end à tout le monde et au plaisir. Au revoir. Merci. Bon week-end à tous. André, on pourrait prendre la photo de présence. Oui, mais juste mentionner que la présentation sera partagée, la présentation PowerPoint vous sera envoyée. Merci. Okay. Merci. Tu penses qu'on peut faire une photo, Michael? Tu as le... Moi, je n'arrive pas à voir. Je n'ai pas la main. Attends. Bon. J'arrive pas à voir l'affichage qui permet de faire la photo. C'est bon. Ben, en grande galerie, normalement, tu peux. En grande galerie, hein? Oui. Sur les 3 petits points. Oui, j'ai les 3 petits points. Maintenant, je fais quoi? Grande galerie, tu sélectionnes. Parce que je suis sur mon téléphone. Donc, okay. Grand views, galerie, large galerie, c'est ça? C'est ça, exact, oui. Okay. Avec ça, tout apparaît, tu peux prendre la photo. Super, excellent. Donc, on va faire une petite photo alors. Et la première, elle est bonne. Je prends la deuxième. La deuxième aussi, elle est bonne. La troisième. Alors, à la troisième page, on a beaucoup de gens qui n'ont pas activé leur vidéo, mais ce n'est pas méchant. Donc, je reprends. Vous pouvez activer vos caméras, s'il vous plaît. Merci. 4e page. Les camarades. Et enfin. En tout cas, merci beaucoup. Hein, c'est très gentil. Et merci beaucoup. Et merci. Merci. Au revoir. Salut, bonne journée à tous. Salut. Bonne journée. Au revoir. Merci à tout un chacun et bon week-end. Bon week-end. Salut. Merci.